Alors voilà mon sujet, management et communication à l'ère numérique. Donc c'est vraiment un sujet qui est assez large et finalement en termes de, de visibilité, de voir comment ça évolue, c'était un petit peu compliqué. Donc je suis parti du plan numérique, donc c'est en 2011, et on a décidé, il a été décidé de finalement passer à un hôpital qui était numérique, et finalement l'objectif c'était la digitalisation des données médicales et des pratiques médicales. Bon, suite à ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien? Aujourd'hui, on a un dossier qui est informatisé, un dossier patient qui est informatisé. On a des surveillances qui sont multiparamétriques et qui sont toutes centralisées, des pancartes qui sont informatisées. Une aide au diagnostic, finalement, aussi, qui évolue tout le temps. Les systèmes de report d'alarme, il y a des transmissions qui sont aussi informatisées. Et des pharmacies qui sont informatisées. Tout ça, ça va dans... Il y a des réseaux sociaux, il y a certains services qui communiquent par le biais de réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui ont créé des sites de services qui fonctionnent et tout ça. Et je me suis dit, finalement, ça prend quand même beaucoup de place, ces trucs. Et pour voir quelle place ça prenait, je me suis mis par rapport à la société. En fait, j'ai regardé Internet en 2020, qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, Internet en 2020, c'est une étude médiamétrique qui est publiée en 2021, qui est de février 2020. En fait, aujourd'hui en France, c'est 53 millions d'internautes mensuels. C'est 92 foyers français qui ont un accès numérique. C'est la multiplication des écrans. C'est-à-dire que non seulement on est connecté au numérique, mais en plus on a de multiples écrans, qu'on a aussi bien des portables, donc 75% ont des smartphones, et 86% ont un ordinateur, et voire plus, parce qu'effectivement, si chaque individu a des outils comme ça, ça augmente effectivement le volume. Et 19 millions de Français s'informent chaque jour sur les sites et les applications d'actualité. Donc c'est quand même un élément qui est extrêmement important en termes d'information. Voilà. Bien sûr, 34,7 millions de Français sont connectés chaque jour via leur smartphone. Je pense que chacun d'entre vous a son petit téléphone dans sa poche et attend ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi sur Internet? C'est que en moyenne, on passe plus de 2 heures par jour sur Internet pour chercher des informations. Et c'est un phénomène qui est assez révélateur, c'est que finalement, on passe 2 tiers du temps sur notre smartphone individuellement. C'est-à-dire que c'est quand même une évolution. Avant, les gens y accédaient par Internet. Et c'est encore d'autant plus vrai chez les jeunes, donc les 15-24 ans, où effectivement, eux, ils se connectent à des sites de formation et des sites d'éducation pour 80%. Pas forcément que ça. Voilà. Il y a aussi, et eux, par contre, ils passent beaucoup plus de temps. Alors moi, je me dis, je suis un peu cadre dans un service aujourd'hui, mes infirmières, elles travaillent 12 heures par jour. Il y en a beaucoup qui ont l'âge de cette catégorie, c'est-à-dire qu'ils sont entre 21 et 24 ans. S'il y a passent 4 heures par jour sur leur téléphone, enfin sur Internet, en travaillant 12 heures, ça fait un ratio pas beaucoup de repos. Soit elles font ça pendant le travail, soit elles ne dorment pas beaucoup. Voilà, et puis donc, au moins 2 heures par jour passées sur les réseaux sociaux. Voilà, et après je me suis dit, à quoi ça sert Internet? Bon, Internet, ça sert à s'informer, ça sert aussi à communiquer avec les proches, et ça sert aussi à se divertir et se détendre. Voilà. Alors pourquoi s'informer? Alors parce que depuis le Covid, les gens sont restés chez eux, et finalement, les sites et les applications d'actualité, il y a eu une forte hausse de la fréquentation. Et le problème, c'est que dans le même temps, le nombre d'applications et de sites où il y a des fake news a été multiplié par 2. Donc, et en plus, non seulement multiplié par 2 dans leur existence, mais multiplié par 2 dans leur fréquentation. C'est ça qui est peut-être un peu plus grave. Et ça veut dire que ça nous pose question par rapport à la valeur qu'on donne à l'information. Parce qu'on est finalement soumis à une surinformation, avec de multiples informations, une information qui est dévalorisée parce que finalement tout le monde peut publier et sur n'importe quoi et n'importe à quel moment sans que si on ne vérifie pas, il n'y a pas forcément de données. Et c'est un phénomène qui se voit à l'hôpital par exemple, parce que en tant que cadre, on avait à l'origine une structure qui était plutôt hiérarchique, c'est-à-dire avec une information qui était verticale, donc dans un sens ou dans l'autre, et finalement avec un peu de contrôle de cette information, qui était certes parfois lente, donc en fonction de l'activité, mais donc c'était quand même une information comme ça.
Et aujourd'hui, à l'ère numérique, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une information qui est multidirectionnelle, avec des sources qui sont multiples et compliquées, qui sont beaucoup plus rapides. Et finalement, quelquefois, il n'est pas rare que les gens me voient en disant « Tiens, Paolo, il y a une directive qui est parue à Texas. Moi, je n'ai pas eu le temps de la voir sur mes mails, donc je suis un peu en porte-à-faux sur ces situations. » Et puis surtout, qui est moins contrôlé. C'est-à-dire que on a quand même le sentiment que les informations, elles arrivent, mais elles sont pas fines, elles ne sont pas affinées. Donc il y a une lecture qui est très superficielle et finalement qui va amener à des difficultés, à des dilemmes sur certaines situations. Après, c'est le besoin de communiquer avec les proches. Voilà, c'est les applications d'échanges, elles ont explosé sur 2020. Vous voyez bien qu'il y a 80% des Français qui ont consulté leur messagerie chaque mois, etc. Donc c'est un vrai moyen. Après, c'est le besoin de se divertir. Et là, je vous ai mis quelques infos sur la radio, donc 36 millions de personnes, 29 millions qui ont des abonnements, ça a explosé. Donc il y a des gens qui se font beaucoup d'argent sur ce truc-là. C'est peut-être eux qu'il faut qu'on taxe par rapport à la réanimation. C'est grâce à nous, tout ça. Côté détente. Et surtout, il y a aussi un truc qui me gêne aussi, c'est que finalement, il y a aussi beaucoup de pocket games. Il y a plein de gens qui se connectent. Et finalement, c'est la part jeune du jeu. Donc est-ce que, quelque part, c'est pas aussi du temps de travail, le jeu? Et à côté de tout ça, il y a aussi beaucoup de risques. Il y a des risques qui sont liés au droit à la déconnexion, qui sont... en fait, l'idée, c'est de permettre de concilier la vie professionnelle et la vie privée. Et finalement, avec les réseaux sociaux, on est toujours stimulé entre les groupes de professionnels, etc. Il n'y a pas de moment où on fait une coupure entre le travail et puis la vie privée. Voilà. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que ça nous laisse la possibilité de choisir ou de ne pas choisir. C'est-à-dire que finalement, on est quand même soumis à ça, et cette information, je pense que rares sont ceux qui d'entre vous se déconnectent et disent bon, j'arrête, je passe à autre chose. Et ça, c'est grave parce que ça peut amener à des burn-out certaines professionnels. Je ne sais pas si ça a été évalué chez nous, mais en tout cas, chez des cadres ou des personnes qui travaillent, c'est déjà décrit. Après, le risque, c'est la sécurité des données. Moi, c'est un élément qui est quand même assez important. Je me dis qu'on a tous fait la photo du caté parce que le pansement n'était pas beau, etc. Il faut que je le montre, donc je prends la photo. Qu'est-ce que devient cette photo? Finalement, elle est dans notre téléphone, elle est sur le cloud maintenant, etc. On ne sait pas tout à fait la maîtriser. Les données patients, ça fait partie effectivement de ces éléments. Les transmissions. Bon, je suis en retard. Tiens, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer tes transmissions par WhatsApp, etc. Et finalement, on diffuse une information qui est finalement dangereuse pas forcément dangereuse, mais en tout cas une information qui est sensible. Voilà. Et ça, c'est un élément important. Les avis, maintenant, ils ne sont plus donnés sur les lignes filaires, qui est à peu près sécurisé. Maintenant, c'est tout fait sur les portables. J'appelle directement le médecin qui va me donner mon avis sur telle ou telle situation. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il ne faut pas oublier que les patients et leurs familles, ils ont aussi accès aux réseaux sociaux. Et finalement, ils ont aussi accès aux informations que vous diffusez. C'est très facile sur Instagram ou sur... pas forcément WhatsApp, mais sur Facebook, etc., de retrouver, et c'est déjà arrivé, que des parents portent plainte parce qu'ils avaient retrouvé la photo de leur enfant, je parle pour la pédiatrie, sur une situation, et ça, c'est assez compliqué. Donc, l'association des infirmières américaines a publié que 30% des hôpitaux américains ont reçu des plaintes concernant la diffusion de données numériques. Donc, c'est quelque chose qui existe et qui est prouvé aux États-Unis. Voilà. Alors, le risque avec la sécurité du soin, pardon. Pourquoi? Parce que finalement, il y a des sources de distraction qui sont toutes ces sollicitations qu'elle a. Je vois bien que tout le monde a son téléphone dans sa poche. Tout le monde a à un moment une sonnerie, mais une petite vibration qui vous dit « Tiens, j'ai reçu un message. Tiens, il y a tel truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis finalement... en attente d'une information, je vais la recevoir tout de suite, donc finalement, je suis moins concentré sur mon travail. Envie de participer au mouvement de poster. Poster, c'est important aujourd'hui, il faut que ça se fasse. Donc c'est pour ça, comme ça, que j'ai retrouvé une fois une infirmière qui était en train de préparer des antibiotiques sur TikTok, pendant la nuit. Donc voilà, c'était assez rigolo. Bon, c'est marqué hôpital Bicêtre, je reconnais bien la forme, donc c'était bien ça. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux, parce que ça veut dire que elle n'était pas tout à fait concentrée sur son travail, elle était plutôt en train de travailler pour les réseaux sociaux. Il y a aussi un risque important, c'est le risque de se substituer à la formation, que Internet se substitue à la formation professionnelle.
Parce que finalement, c'est une information qui est extrêmement instantanée, qui est hyper accessible à n'importe quel moment, mais pas du tout contrôlée. Et donc ça veut dire que ça minimise le contrôle du savoir, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut accéder à une information. Alors je vais vous citer encore une petite anecdote qui est quand même un peu grave. Une fois, il y a un infirmier dans mon service qui s'est trompé, il a fait de la prostigmine à la place de la prostine. Donc il y en a un qui traite la myasthénie et l'autre qui permet au canal de rester ouvert. Et en fait, le matin, l'argumentaire, il m'a dit, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé une étude, on m'a dit que c'était pareil. Et ça, c'était son argumentaire, il avait l'air d'être sérieux sur son argumentaire. Donc je trouve ça assez dangereux de se dire que finalement, ce que je trouve sur Internet, ce qui était sûrement faux, hein, c'est un argumentaire, mais ce que je trouve sur Internet, ça a quand même une valeur importante au niveau de tout le monde. Et puis c'est surtout qu'il y a énormément d'informations. Bon. Et je trouve qu'il y a un sentiment de perte de l'appropriation de la connaissance. Pourquoi? Parce que finalement, quand on accède à une information sur Internet, ou quel que soit le système, c'est que finalement, je sais que je peux y accéder quand je veux. Finalement, je n'ai pas besoin de la retenir. Et je me suis aperçu par certains moments qu'en expliquant aux gens quelque chose, ils vont sur Internet, cherchent l'info, et 15 jours après, vous reposez la même question, et ben, va de nouveau sur Internet chercher la réponse. Il n'y a pas d'intellectualisation, et finalement, je trouve que c'est un appauvrissement. Voilà, ce que je l'ai dit, c'est que je ne vais pas retenir cet élément car je peux y accéder à n'importe quel moment. Donc finalement, je trouve que c'est un appauvrissement du savoir. J'ai été vite, pardon. Je n'ai pas allé trop vite, mais on pourra discuter comme ça après. Ma conclusion, c'est quoi? C'est management et communication à l'ère numérique, c'est adapter son management avec les nouveaux outils. On fait avec ce qu'on a. C'est vrai qu'il y a une dimension qui était un petit peu compliquée, c'est que finalement, le progrès, il va presque quelquefois plus vite que les outils. Et on est toujours en décalage et parfois ça rame et c'est compliqué. Et ça, c'est notre job à nous en tant que cadre, de pouvoir mettre un peu d'huile dans les rouages pour dire attendez, ça va s'améliorer, il y a des choses qui vont changer, etc. Sur de nouvelles méthodes. Et la réalité, c'est quoi? C'est les formations en e-learning qui maintenant marchent super bien. Vous en avez un exemple au niveau de la SRLF, c'est Fier, qui forme 600 nouveaux professionnels chaque année. C'est quand même assez magique. Et on forme des gens avec les mêmes connaissances et les mêmes compétences au même moment, et je trouve ça assez intéressant. C'est chose qu'on ne peut pas forcément faire dans nos services. On a du mal à détacher les gens pour les mettre en cours, avec la portée que ça a. Et puis, il y a les applications des sociétés savantes, que vous connaissez bien sûr. Notre travail aussi, c'est d'améliorer la diffusion de l'information. C'est finalement de aussi pouvoir faire un tri et de pouvoir leur apporter à nos collègues une information qui est finalement ciblée. Et il faut aussi, il y a un autre élément qui est important, c'est que dans nos services, il y a aussi des gens qui ont entre 21 et 25 ans, et puis il y en a aussi quelques-uns qui ont 45 ans, et puis d'autres qui sont pas loin de la retraite. Il y en a très très peu malheureusement, mais il y en a qui sont pas loin. Et finalement, cette information, cette évolution sociétale, elle n'est pas suivie régulièrement. C'est-à-dire que celles qui sont sur Instagram aujourd'hui, finalement, c'est celles qui étaient sur il y en a d'autres qui étaient sur Facebook il y a quelques années, et puis il y en a d'autres qui étaient sur le courrier, voire le téléphone directement. Et donc, ça, c'est un vrai problème parce qu'au niveau de formation, au niveau des apports théoriques, ça pose vraiment des problèmes au niveau des professionnels. Et puis, pendant que je faisais ma recherche, je tombais sur cet article du Monde en février 2021, où c'est une interne qui se dit « Le pied numérique, est-ce qu'on n'est pas en train de... Est-ce que l'écran ne nous détourne pas du patient et ne déshumanise pas le soin ?» Je pense que ça peut être un sujet pour l'année prochaine au niveau de la SRF. Voilà, j'ai été super vite, je suis désolé. Est-ce que vous avez des questions ?